Colonel Salva, vous avez un passé glorieux. Vous êtes le dernier compagnon de la libération vivant des Pyrénées-Orientales. Pouvez-vous résumer votre carrière et surtout nous dire pourquoi vous avez choisi de rejoindre la résistance en 1940? D'abord, permettez-moi de me présenter. André Salva, ancien des troupes de marine, colonel en retraite après 35 ans de service. Je suis né à Prades, Pyrénées-Orientales. Ma famille était modeste. Mes parents tenaient un petit commerce à Perpignan. En ce qui concerne mon parcours personnel, tout est parti de ma formation. Je suis un ancien enfant de troupe, un AET comme on dit aujourd'hui. Avec mes camarades AET, nous sommes très fiers de notre passé. Comme fils d'un ancien combattant invalide, mon père avait eu les poumons brûlés pendant la Première Guerre mondiale, j'ai pu me présenter au concours d'entrée, car les places étaient quand même limitées. Mes parents, qui voulaient me garder à la maison, ont bien essayé de m'en détourner. Mais j'ai tenu bon, car c'était vraiment mon souhait. Tout jeune, donc, j'ai reçu une certaine formation militaire. Tous les dimanches matins, nous assistions à la levée des couleurs, c'est-à-dire au lever du drapeau, les noms d'honneur, de patrie, de devoir, de servir, sans oublier l'hymne national, nous étaient inculqués et ils nous ont montré pour la vie le droit chemin à suivre. Comme les études étaient gratuites, nous, enfants de troupe, nous avions une dette envers l'État qui se traduisait obligatoirement par un engagement de 5 ans dans l'armée. À ma sortie de l'école d'Autun en 1938, la guerre était dans l'air. Après un séjour au régiment d'Aix-en-Provence, je me suis trouvé affecté au 24e régiment d'infanterie coloniale à Tripoli, au Liban. Très vite, comme ancien enfant de troupe, j'ai été nommé sergent et j'avais 19 ans. J'avais en tête de préparer Saint-Mexan en vue d'être un jour officier. Je n'ai donc pas connu l'année 39-40 de la drôle de guerre où Allemands et Français, ces derniers derrière leurs lignes Maginot, se sont regardés en chaîne faïence jusqu'à l'invasion de notre pays en mai 40. Cela ne devrait pas être très drôle de se trouver en France à ce moment-là. Coupés de notre pays après l'armistice, nous n'avons pas entendu l'appel du général de Gaulle. Inutile de vous dire que ces événements humiliants nous ont fait vraiment mal au cœur. C'est ainsi qu'avec quelques camarades et un lieutenant, nous avons décidé de continuer le combat. Nous sommes donc passés en Palestine pour rejoindre les Anglais, qui nous ont magnifiquement reçus. Pour moi, pas d'état d'âme. Malheureusement, pour beaucoup de Français, la question s'est posée après le déshonorant armistice de 1940. Le que dois-je faire? Très vite, évidemment, le général de Gaulle est devenu notre chef. De Palestine, notre compagnie, formée entre-temps, est passée en Égypte, où les Français nombreux du canal de Suez nous ont reçus les bras ouverts. Équipés et armés pour la guerre du désert par les Anglais, nous nous sommes trouvés en Libye face aux Italiens pour cette compagnie française, première campagne de Libye au sein de la 8e armée britannique, 1940-1941. Nous avons participé aux prises de Bardia, de Tobrouk, de Soloum, et je me suis vu attribuer la croix de la libération par le général de Gaulle lorsque notre compagnie
fut mise au repos en Égypte en 1941. Mais déjà, des opérations s'ouvraient en Syrie dans de coûteux combats fratricides. Un point noir dans mon passé. Car j'ai eu en face de moi mon ancien régiment, le 24e régiment d'infanterie coloniale. L'armistice de Saint-Jean d'Acre en 1941 mettra un terme à cette très pénible affaire, tandis que s'ouvrait à Damas un peloton d'élèves officiers d'où je suis sorti aspirant, 1941. Avec ce grade, j'ai rejoint le bataillon du Pacifique, à peine débarqué de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie. J'ai hérité d'une section tahitienne que je ne quitterai plus durant les 3 années de guerre qui vont suivre, notamment lors de la 2e campagne de Libye, dont le point fort sera évidemment Bir Hakeim. Avec ma section, j'étais responsable de la chicane sud-ouest du dispositif. Une chicane, c'était une ouverture, une porte. C'est celle qui, précisément, aura pu s'engouffrer les armes à la main le 10 juin 1942, la brigade Koenig. Face à nous, les Allemands de Rommel et les Italiens. Je dois dire que les Tahitiens s'y sont brillamment distingués. Comme ils se distingueront un peu plus tard, une fois le bataillon du Pacifique reconstitué, mais toujours avec moi, pendant la campagne d'Italie. Je les rejoindrai, après blessure, pour participer avec eux à la prise de Rome. C'est toujours avec ces Tahitiens que nous participerons au débarquement en Provence, le 16 août 1944, avec la 1re division française libre, au sein de la 5e armée française que commandait le général Delattre de Tassigny. Blessé et évacué au débarquement, je dois quitter ma section que je rejoindrai en Alsace. Entre-temps, le bataillon du Pacifique relevé et rapatrié sera remplacé par de jeunes Français. La division française libre, à laquelle j'appartiens, après une amorce de passage du Rhin pour entrer en Allemagne, se retrouvera brusquement dans les Alpes où nous attendrons des combats très coûteux, enfin en Italie, où nous surprendra la fin de la guerre en 1945. Concernant mon engagement dans la résistance extérieure, c'est-à-dire les forces françaises libres, je crois simplement avoir poursuivi, d'un point de vue professionnel, une carrière militaire normale. Je ne puis que déplorer le petit nombre de Français qui ont continué le combat après l'humiliant armistice de 1940. J'ai cependant admiré mes camarades des forces françaises libres, mariés, parfois pères de famille, qui ont décidé de continuer à se battre. C'était une lourde responsabilité, il faut le reconnaître. Cela dit, je crois aussi que j'ai eu quand même la meilleure part en comparaison avec la résistance intérieure, clandestine, où les hommes et les femmes qui s'y étaient engagés devaient affronter des périls qui nous étaient inconnus, la délation et la trahison. Le général de Gaulle nous a conduits sur le chemin de l'honneur, et son fameux appel du 18 juin 1940 est vraiment pour nous, des forces françaises libres, un sommet qui nous a toujours guidés et qui peut encore aujourd'hui servir d'exemple. Très rapidement, je serai désigné comme instructeur à l'école interarmes de Couët-Quidan à la promotion Victoire, c'est-à-dire la 6e. Période très intéressante. J'étais attaché à mes élèves. J'apprendrai par la suite que certains d'entre eux laisseront leur jeune vie en Indochine. Moi-même volontaire, j'y serai blessé et fait prisonnier par le Viet Minh. Incarcéré pendant 3 mois, je serai libéré en 1954 après les accords de Genève. Nous sommes en paix depuis 60 ans, mais toujours avec une Europe en devenir.
Que pèsera-t-elle face aux géants qui se manifestent aujourd'hui? Amérique, Chine, Inde. Je pense en disant cela à mes petits-enfants, et à vous d'ailleurs. J'ai déploré personnellement la suppression du service militaire, remplacé par une arme professionnelle limitée. Pourtant, quel heureux et bénéfique brassage national procurait la conscription, c'est-à-dire le service militaire, en inculquant l'esprit de défense de notre pays et qui façonnait les mentalités, et donc les engagements qui demandent de toutes les façons une réponse tellement personnelle. Si c'était à refaire, je le referais. Et vous, que feriez-vous pour la patrie? Vous engageriez-vous? Est-ce que lorsque vous êtes allé vers De Gaulle, en tant que militaire, vous n'avez pas eu le sentiment un petit peu de trahir la mémoire de Pétain? Pas du tout. L'armistice de Pétain, je ne pouvais pas le comprendre. C'était, pour moi, c'était humiliant. Ça n'existait plus. Pétain n'existait plus pour moi. Voilà. Alors voici les Compagnons de la Libération, il y a 10 ans. Un sous-officier, Briot, Compagnon de Libération, Berne, colonel Berne, colonel Salva, Bourrat, colonel Rivier et Klosterman. Voilà les Compagnons de la Libération. Alors, qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Je suis tout seul.